Bonjour Gaby Cohn-Bendit. Bonjour Monsieur Trump. Tu es... On se tutoie? Oui. On se tutoie. Tu es bien connu du monde enseignant, mais ici je souhaitais faire ton interview parce que tu es fondateur du REPTA. Et à Ilugavox, nous nous intéressons à ce que fait le REPTA. En deux mots, qu'est-ce que le REPTA? Alors, le REPTA en France, c'est un réseau qui met en synergie des partenaires qui souvent s'ignorent et se détestent, comme les associations, les collectivités territoriales et les entreprises. Les entreprises, les grosses, les méchantes, Bolloré, etc. Et le public cible en Afrique, comme on dit, c'est les exclus des systèmes éducatifs. Donc on mobilise ici des énergies pour travailler avec les exclus des systèmes éducatifs. Mais que représente alors cette prise en charge? Pourquoi prendre en charge les exclus en Afrique? La continuation de ce que j'ai fait en France, puisque mon titre de gloire, c'est quand même d'avoir créé le lycée expérimental en 80-82 avec Savary, et qui était une initiative de prendre des élèves dont personne ne voulait, qui étaient exclus des lycées ou qui en avaient assez. Donc je continue. Mais en Afrique particulièrement? Alors en Afrique, il y a dans les villes et en brousse des tas d'élèves qui ne vont pas à l'école alors qu'il y a une école. Il y a une école, je ne veux pas remplacer. Et ils ne vont pas à l'école pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et prendre en charge les exclus, c'est pouvoir faire ce qu'on croit être juste et pas être obligé de suivre les programmes. Et par exemple... Vous êtes donc dans le non formel, quoi? Dans le non formel, on ne crée pas des classes formelles pour mettre les enfants dedans. On crée des structures. Alors, disons, un principe important. En brousse, beaucoup de parents n'envoient plus leurs gosses à l'école pour 25 raisons. Bon, ça ne permet plus la promotion de tout le monde. Voilà, les ministres, c'est complet, les fonctionnaires, c'est complet. La Côte d'Ivoire a essayé avec 2 présidents de la République pour caser plus de monde, mais bon, ça ne marche pas très bien. Donc, les parents disent, s'ils ne quittent pas le village, à quoi ça peut bien servir d'aller à l'école? En plus, quand il aura terminé à l'école, il n'aura rien et il ne voudra plus faire les travaux des champs en disant j'étais à l'école. Donc, voilà. Alors nous, on discute avec les parents. Vous avez besoin de vos gosses le matin au champ, et bien vous les prenez, on fera l'école l'après-midi. Tout le monde a oublié qu'en France, les gosses ne vont pas à l'école juillet-août, parce que les paysans n'auraient jamais accepté que leurs gosses allaient à l'école, et pas pour que les enseignants puissent aller sur la Costa Brava. Aujourd'hui, il n'y a plus de paysans, 5% de classe d'âge, même pas. Les gosses sont dans la rue, dans les quartiers, etc. Mais les enseignants partent toujours en vacances. C'est plus les parents qui disent on n'envoie pas nos enfants. C'est quand même un problème. Donc voilà, ça c'est un des thèmes du REPTA, de prendre ça, de montrer qu'on peut faire une école qui va vers les gens et pas obligée. Alors, le REPTA s'est orienté également dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture en langue maternelle. Et pourtant, est-ce que le développement ne passe pas par la maîtrise d'une langue véhiculaire? Alors, le problème de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, c'est et ce dont on a besoin, après c'est autre chose. Nous, on ne dit jamais, il ne faut pas apprendre le français, on dit, on commence à apprendre à lire et à écrire dans une langue que l'on parle, que l'on connaît, dont on maîtrise le vocabulaire. On apprend à parler le français dès le début, comme ici on met les petits à l'anglais, et quand on sait lire et écrire, on passe à l'écriture du français. L'expérience qu'on a faite au Niger, une classe de la 2e chance, l'enseignant a appris à lire et écrire en Zarma, puis en français, ils ont passé le certificat d'études au bout de 4 ans au lieu de 6, en français. Ils ont eu les meilleurs résultats de la circonscription. On est meilleur en français, toutes les évaluations le montrent, mais ce qu'on a fait quand on a commencé à apprendre à lire dans sa langue et qu'on passe après au français. Voilà. Donc c'est pas exclure, c'est un problème pédagogique. Voilà, la langue... Et ça complète. Ça complète et ça vous rend... Et puis on peut faire des tas de choses sur la santé, sur l'histoire, qu'on ne peut pas faire quand on fait la classe, il y a des enfants qui ne comprennent pas un mot. Bon, vous êtes aussi à l'origine du développement du numérique en Afrique. Alors bon, du matériel sophistiqué pour les exclus en brousse, c'est conciliable? Oui. Alors,
bon, on a pensé que ce matériel était pédagogiquement intéressant pour plein de raisons et on ne voulait pas que les exclus en soient exclus. Toutes les critiques du matériel sophistiqué, si on avait écouté tous ces gens-là, il n'y aurait jamais eu de téléphone portable en Afrique. Hein, on a emmené ce matériel sophistiqué et on se rend compte que les Africains se le sont appropriés et que c'est une avancée fantastique. Les villages ne sont plus coupés, etc. Donc on tente avec le numérique. Ça répond à 3 choses. Il n'y a pas de documents en Afrique, on ne place pas les livres par autre chose, il n'y a pas de livres. Enfin, les enfants peuvent voir des choses qui ont quand même une autre gueule que dans les livres. On peut voir des petites animations sur la santé, sur la circulation du sang et des choses comme ça. Bon, des documents qui sont... On peut passer des petits films, on peut écrire sur ce tableau, on peut conserver tout ce qu'on a écrit, alors que sans ça on efface le tableau, il n'y a plus rien. Donc, il y a des avantages énormes. Techniquement, le problème de l'électricité, tout ça, ça ne joue pas, parce que l'électricité, ça se fabrique, je dirais même c'est le contraire. Dans un village où il n'y a pas d'électricité, j'amène un groupe électrogène pour aller, et en ville où il y a de l'électricité, j'arrive et il y a la coupure. Parce que la coupure, il y en a souvent en Afrique. Hein, et alors quand ça ne se passe pas en plein milieu de... Donc voilà, ceci étant dit, moi je suis pour expérimenter. Il est possible qu'au bout de 3 ans, 4 ans, c'est quand même très très dur, mais ça vaut le coup d'essayer. Et comme disait Freinet, on n'apprend pas à nager au bord de la piscine. Il faut y aller, on verra si on boit trop de tasses. Et moi je suis prêt à faire dans 3-4 ans le bilan. Il y a une trop grande distance, il y a trop de problèmes, mais je refuse de le faire a priori ici au bord de la piscine en disant non, il ne faut pas aller dans l'eau. En clair, le numérique, le non formel, les exclus en Afrique, votre travail, c'est un véritable vecteur d'innovation pédagogique? Oui, tout à fait, et c'est le seul lieu où on peut aussi facilement innover parce que nous avons exporté et notre hiérarchie scolaire en Afrique, et la rigidité et le conservatisme du corps enseignant. Donc voilà, tous les facteurs pour que l'innovation soit aussi difficile en Afrique qu'en France. Si on se met un petit peu à côté, ça va mieux. Merci Gaby Cohn-Bendit.